Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Le talk show d'opinion et de débat, parfois musclé, où nos chroniqueurs défendent leurs idées, leurs points de vue, leurs positions, toujours divers et variés. Au menu de notre émission, c'est de l'actu, des débats, des coups de gueule, des infos, mais surtout des chroniques choisies et préparées par nos chroniqueurs, maintenant aguerris. Des micros toujours plus nombreux autour de cette table extensible pour accueillir la parole des jeunes qui traitent les sujets qui nous concernent. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, fédéré par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié, et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Les amis, ce soir, on colle effectivement à l'actualité, et bizarrement, on a quand même une espèce de méritza qui s'est faite dans cette table. Marion, je suis désolé, mais de toute façon, les gens te voient de dos, donc on peut imaginer qu'effectivement, il y a une belle méritza effective. Pourquoi ? Parce qu'on va coller à l'actualité. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, nous Français, bien évidemment. L'IVG, qui a été inscrit dans la Constitution. J'ai peur que cette fois-ci, la phrase que j'use utiliser à chaque émission, qui déchaîne des passions, va être vraie encore une fois ce soir, surtout pour certaines personnes peut-être un peu trop émotives. Les amis, avant de passer à la présentation de chacun de nos chroniqueurs, bien évidemment le débat. Le débat, en fait, on va faire un petit peu différent ce soir, puisqu'on va inclure les minutes dans le débat. On va faire une minute actu, bien évidemment, une minute juridique, présentée par Rachel, une minute Torah, parce qu'on a Torah et IVG, ça c'est collé ensemble, bien évidemment, présenté par Jonas. Et on fera bien évidemment la minute promo à la fin, comme à notre habitude. Alors les amis, je vous propose de faire une présentation des gens autour de cette table. On commence par vous mesdames, parce qu'on est galants. Rachel, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Rachel, je suis en 3e année de droit. Ouais. Et je fais mon service civique au Fonds social juif unifié. Et je suis également secrétaire générale de l'UEJF Marseille. C'est bien, c'est carré, propre, bravo, génial. Marion. Voilà. Je le savais. Bonjour. Donc moi c'est Marion, je suis chirurgien dentiste à Marseille. Je suis présidente de l'association Alpha Omega et référente pour le collectif 7 octobre à Marseille. Incroyable. Ça aussi c'est carré, mais on a besoin d'explications. C'est quoi Alpha Omega ? Alpha Omega, c'est une association de dentistes juifs internationale. La secte, comme on l'appelle. Très bien. C'est pire des sectes. C'est bien, au moins on est cohérent. Très bien. Et collectif, c'est quoi ? Collectif 7 octobre, c'est un collectif donc, qui a été monté à Paris après les événements du 7. C'est un collectif qui se dit apolitique et qui vise essentiellement à aller faire des collages d'affiches et organiser des rassemblements pour donner de la visibilité aux otages. Jusqu'à ce que ça termine. On espère bientôt. Amen. Transition parfaite. Noah, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, chère madame ? Noah Stora, ancienne responsable des EI de Marseille, en VSC au FSJU et à Radio JM, et référente avec Marion du collectif 7 octobre Marseille. Bravo, c'est propre, c'est carré. Merci pour cette présentation. Eden. Mais n'hésitez pas à faire encore plus de bruit avec les pieds de micro. Bon, chut. Qui êtes-vous, chère madame ? Ça y est. Bonjour, moi c'est Eden, double diplômée en économie et en droit. Ça y est, je le redis. Ça nous avait manqué. Ça y est. Secrétaire générale et trésorière de la section Florida. Validé. Et bien évidemment, présidente de l'UEJF Marseille. Et non, j'allais oublier, en service civique au FSJU cette année. Comment t'aurais pu oublier ça ? C'est vrai. Maintenant, on peut passer aux messieurs autour de cette table. Bonsoir, monsieur Jonas. Bonsoir, Benjamin. Alors, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je m'appelle Jonas Seraf et j'étais avec Noah, l'ancien responsable des EI de Marseille. Très bien. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis en comptabilité. D'ailleurs, c'est la dernière fois que vous me verrez jusqu'au mois de juin. Comment ça ? Ça y est, ça sur les bilans. Ah, bah oui, c'est vrai. Et dire qu'il y a des gens qui choisissent cette vie-là. Ouais. Personne m'a prévenu. Tu as encore le temps, Benjamin. Bendré, bonsoir. Du coup, en continuité, moi je fais des études de comptabilité. Ouais. Et je donc suis toi aussi, tu as choisi cette vie-là. Voilà. Après, on peut dévier, c'est pas terminé. Et je suis responsable du Bnei Akiva Marseille.
Et où? Parce que j'ai vu que Ah maintenant oui, il y avait c'est 2 ça. groupuscules. Moi, je suis responsable de celui qui est en train de se mettre en place à Tiferet Israël, donc Ouais. au niveau de Rommel à peu près. Très bien, carré. Assez d'enfants pour faire deux. Très bien, c'est clair. Jordan, bonsoir. Bonsoir, Jordan, animateur de la nouvelle émission Droit au but sur Radio JM, étudiant en journalisme, en stage à Radio JM et présidente de l'UEG Grenoble. Parfait, carré. Merci pour ces présentations les amis, on va pas être plus long. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la Minute Actu. La Minute Actu. Minute Actualité, encore une fois on colle avec le sujet qui est le nôtre de ce soir, puisqu'on va parler de la situation de l'IVG dans le monde entier, et c'est Eden qui se prête au sujet. Alors en fait, il faut savoir que il y a 41% de femmes qui résident dans un pays avec une législation restrictive au niveau de l'avortement, et ça représente environ 700 millions de femmes. Même si ces 25 dernières années, il y a 50 pays qui ont facilité l'accès à l'avortement, en 2023, il y a quand même 24 pays qui l'interdisent encore strictement. On a quand même 75 pays qui l'autorisent sur demande et sans restriction, 13 qui l'autorisent pour des raisons socio-économiques, il y en a qui l'autorisent pour sauver la vie de la mère et d'autres pour des raisons de santé. Mais par exemple, on va venir en Afrique subsaharienne par exemple, où on comptait 6,2 millions d'avortements par an. C'était des avortements à risque, qui représentaient au final environ 15 000 décès. Dans l'Union européenne, on est un peu plus ouvert à l'avortement, puisque 25 pays de l'Union européenne sur 27 l'autorisent, sauf Malte et Pologne, sauf en cas de danger pour la mère, de viol ou d'inceste. Aux États-Unis, maintenant que les États peuvent choisir leur propre législation au niveau de l'avortement, enfin au niveau de l'IVG, on en a 14 qui l'interdisent strictement. Il y en a 2 qui sont comme la France à peu près, qui l'autorisent jusqu'à 15 semaines. On en a qui l'autorisent jusqu'à 23 semaines, c'est-à-dire jusqu'à la viabilité fétale, et on en a 6 qui l'autorisent à tout moment. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de sa grossesse, il est possible d'avorter. Donc on a vraiment un 2 poids, 2 mesures finalement. Mais même dans les cas où l'IVG reste légal, on a quand même des problèmes d'accès à cause des stigmatisations sociales, culturelles, religieuses, le manque de médecins au niveau des structures de santé, ou alors à cause du coût de l'IVG. Merci pour cette minute actu importante. En plus, c'est bien d'avoir un point sur le monde entier. Les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement au débat. Le débat. Le 4 mars, la France est officiellement devenue le premier pays au monde à avoir inscrit la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. 49 ans après le vote de la loi Veil en janvier 1975. En effet, la Cour suprême des États-Unis en juin 2022 a annulé l'arrêt fédéral Roe versus Wade, ce qui a permis à chaque État de déterminer sa propre politique sur l'IVG. Aux États-Unis, chacun fait sa loi. À la suite, d'une dizaine d'États du pays ont interdit l'IVG, comme Eden l'a dit, même en cas d'inceste ou de viol. Dès lors, la menace de ce droit dans certains pays a éveillé certaines consciences, notamment celle de la France. En parallèle, en juin 2022, un sondage de l'IFOP révélait que 81% des Français étaient favorables à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Voilà alors que le Parlement s'est réuni en congrès à Versailles après que les députés aient voté à une très large majorité en faveur d'une inscription d'une garantie de liberté pour recourir à l'IVG dans sa constitution. Sur 925 parlementaires, 780 parlementaires ont voté pour, 72 ont voté contre, dont un de la majorité de Macron, un dissident. Les partis de gauche ont quasiment totalement voté pour, mais la droite a été réticente, seulement 60% du côté des Républicains, 52% pour le Rassemblement National. D'ailleurs, le RN, le Rassemblement National, a encore une fois brillé lors de ce vote, puisque ils ont décidé de sortir une carte assez incroyable, qui est la députée Hélène Laporte, qui a repris les mots de Simone Veil pour appuyer ses propos contre l'IVG. Elle a dit... Je cite, « Personne n'a jamais contesté que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Parmi ces actes plus nombreux que jamais et qu'aucune norme ne rendra jamais anodin, combien aurait pu être évité par une meilleure instruction sur la fécondité et la contraception ?
un meilleur accompagnement des femmes, notamment économique, qui permettrait à toutes celles qui le souhaitaient de mener leur grossesse à terme et d'élever leurs enfants dans des conditions dignes. Toutes les statistiques le démontrent, la fréquence de l'avortement est étroitement corrélée à la précarité. Tant que nous échouerons à répondre à cet énorme défi, la liberté que nous consacrons aujourd'hui ne sera jamais qu'une demi-liberté. Fin de la citation. D'un autre côté, je me tourne vers Jonas qui nous fera une minute derrière. Notre religion est aussi loin de préconiser le droit à l'avortement et on se pose la question, et c'est pour ça que je voudrais vous la poser aussi à vous ce soir, en tant que juif français, quelle est votre position face finalement à l'inscription de cette loi dans la Constitution ? Avant de terminer cette courte intro, je voudrais quand même vous donner un chiffre en France. En 2022, c'est 234 300 IVG, donc interruption volontaire de grossesse en France, soit 17 000 de plus qu'en 2021. Et ça, ce ne sont que les chiffres qui finalement sont connus, puisque, encore une fois, des chiffres publics. Et dans les statistiques, on est sur le plus haut niveau depuis 30 ans. Les amis, avant de revenir sur cette belle déclaration de Hélène Laporte du Rassemblement National, est-ce que vous voulez ce soir remercier plus particulièrement Mathilde Panot pour l'abrogation de cette loi et peut-être aussi pour ce beau montage photo? Peut-être la seule question que je vais vous poser. Mais quel culot quand même, quel irrespect envers cette dame qui est Simone Veil. Ouais, vraiment. alors juste fini parce que peut-être que certaines personnes ne l'ont pas vu, mais on a eu un montage photo qui est quand même incroyable avec Mathilde Panot d'un côté, Simone Veil de l'autre. On l'a fait, hashtag IVG, machin, etc. Elle doit se retourner dans sa tombe là. Voilà, pauvre. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Merci Mathilde Panot. Même son petit-fils, il était scandalisé sur les réseaux sociaux. Ouais. Même lui, Aurélien Veil. il a trouvé que c'est immonde, une dame qui soutient le terrorisme en disant que ce sont des actes de résistance. Derrière, s'affiche avec Simone Veil, qui est quand même qui est au Panthéon aujourd'hui. Non mais franchement, une rescapée de la Shoah et elle piétine le souvenir des rescapés de la Shoah. Elle piétine les Juifs, elle est antisémite au plus haut point et elle balance. Mais vraiment, enfin bref, voilà. Ben moi je voulais dire que j'ai hâte que vendredi le 8 mars, donc la journée internationale de la femme, on entende Mathilde Panot dénoncer les viols que le Hamas a commis sur les Israéliennes puisque on l'a fait comme elle dit. Hein, hashtag. voilà. Hashtag, pardon. En plus, elle qui dit à chaque fois avec son groupe politique on suit l'ONU, ce qu'elle a dit là, c'est où la Palestine? On suit l'ONU, on suit l'ONU. C'est où le Jourdain sans Grèce? On suit l'ONU, on suit l'ONU. Ce matin, sorti dans Libération, l'enquête de l'ONU qui montre qu'il y a eu des viols et des agressions sexuelles et tout ce qu'on sait durant les massacres du 7 octobre. Donc on va voir si elle suit l'ONU comme elle dit à chaque fois. Donc il n'y a personne qui remercie Mathilde. Pourtant c'est selon elle, grâce à elle, qu'on a inscrit cette loi. Mais si selon elle était elle. parvenue. Je vais déborder, hein, vraiment. Oui, Ok. merci pour ce moment fort en Ouais. ouais. C'est fou. Vous remerciez pas Merci, comme. je vais la remercier pour s'être plantée royalement sur la question qu'on lui a posée sur Public Sénat, où on lui a demandé comment elle situait géographiquement la Palestine, et qu'elle s'est lamentablement viandée. Mais après, faut pas lui en vouloir parce que la Palestine ça existe pas, donc c'était compliqué de la mais- passer sur une carte. Quoi. Elle a demandé elle demande à ce que la France reconnaisse l'État de Palestine. Elle a demandé au gouvernement de reconnaître l'État de Palestine. Et la personne, le journaliste, lui a dit mais où vous la situez géographiquement? À l'est ou à l'ouest du Jourdain? Et là, on a eu un blanc de 5 secondes. La pauvre, on avait l'impression, elle avait posé une question qui était. En fait, Elle a sorti la carte Joker. L'ONU. Ils connaissent que ce mot. Moi, je me base. Ouais, je comprends. Non, mais. Donc, du coup, vraiment, merci parce que ça prouve en fait que vraiment, c'est une députée en carton. Ok, bah écoutez, je suis triste qu'on remercie pas publiquement dans cette émission Mathilde, mais écoutez, peut-être dans une prochaine émission, on sait jamais. Non, C'était- jamais de la vie. Bon, Vous pouvez revenons sortir, à ces beaux propos de Madame Laporte. Pourquoi, Qu'elle prenne la porte. pourquoi finalement, pour vous, c'est... Pourquoi elle aurait raison, cette dame, de prendre le micro et de dire que finalement on échoue en France parce qu'on a une mauvaise prévention, on a une mauvaise sensibilisation de la jeunesse. À quel moment on a Elle dit n'a- qu'elle échouait? Elle a Mais échoué dans ce qu'elle dit. Je sais que je vais faire des problèmes, mais elle, non, sur la forme, mais un peu dans le fond, dans ce qu'elle dit, elle est contre l'IVG, machin et tout. Enfin, c'est un problème.
Mais ce qu'elle dit, qu'il y a pas de prévention, que beaucoup de personnes dans la précarité, il y a tout un lien avec l'IVG. Ça, c'est pas forcément faux, et je pense qu'il y a des choses à faire sur ça avec plus de prévention, avec des plans pour les femmes par exemple, qui sont seules et qui n'ont pas d'aide, qui ont plus soit le mec il est parti, soit le mari il est parti, soit elle est seule, soit elle a plein d'enfants. Et c'est compliqué, oui, d'avoir un enfant dans un cas comme ça, dans cette circonstance. Il y a peut-être des choses à faire sur ce plan-là. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, parce que être contre l'IVG, c'est un problème en soi, mais elle soulève des points qui sont pas faux. En fait, c'est un autre débat pour moi, le fait qu'elle soulève ces points, parce que déjà, je me permets, je l'ai noté, de reciter ce qu'avait dit Simone Veil, donc la phrase qu'elle-même a citée, c'est « Personne n'a jamais contesté que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame ». Mais ce qu'elle voulait dire, Simone Veil, par là, oui, elle disait l'inverse. C'était que... Non, mais oui, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que évidemment que c'est terrible de subir un avortement, mais on le fait pas par plaisir. Et elle s'est servie de ça en contre-argument, déjà premièrement, donc elle sort un truc de son contexte, et deuxièmement, elle dit, désolée, je me rappelle pas de cette débilité, mais elle dit que, au tout début, elle dit, jusqu'à présent, tous les avortements qui ont eu lieu auraient pu être évités par une meilleure instruction sur la fécondité et la contraception. Oui, ok, ça. mais attends, regarde les chiffres, qui ne sont pas à prendre avec des pincettes. Il y a 3/4 des femmes qui ont subi un avortement qui étaient sous contraception. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Elle est même pas renseignée sur ce qui se passe vraiment. C'est pas, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un quart où elle soulève un problème qui existe en France et sur lequel il faut peut-être travailler dessus, apporter des solutions. Oui, mais pas dans ce cadre-là. Non, oui, ok, peut-être pas dans ce cadre-là, parce que c'était vicieux de sortir. Oui, c'était. Non, ok. je répondais à Ben, pardon. Okay. Excuse-moi. Non, mais je suis d'accord avec toi dans ce cadre-là, c'était pas le bon moment, mais elle dit pas que des bêtises. Il y a 3/4 c'est des bêtises, mais tous les problèmes qu'elle a soulevés, c'est des vrais problèmes et qui concernent du coup un quart des femmes qui recourent à l'IVG. Mais décidément, le culot, en fait, c'est les extrêmes, quoi. Le RN, LFI, ils sont là, ils prennent comme exemple Simone Veil, ils la citent, ils se mettent en image avec elle. En fait, ils ont un culot, c'est invraisemblable, quoi. Un peu Simone Veil, t'es de droite. Hein. Important de le dire. Non, de droite. Elle aurait voté qui, tu crois Là, elle pour les aurait pas prochaines voté. élections. Ah ouais. Elle aurait pas voté. Je pensais que t'allais me dire le Z, mais bon. Non. J'aurais été déçu. Non, le Z, il est contre l'IVG. Les amis, avant de parler de l'inscription de cette loi, je vous propose qu'on fasse quand même une minute juridique. Et Rachel, te donnons la parole. La minute juridique. Alors, une minute qui risque de durer, je l'espère... plus d'une minute. Non. L'histoire juridique de l'avortement, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, reflète les profondes évolutions sociales, religieuses et médicales qui ont façonné les attitudes envers cette pratique. Dans la Grèce classique et dans la Rome antique, l'avortement était réprouvé car il était considéré comme privant le père de son droit de disposer de sa progéniture. Cette perception était ancrée dans les structures patriarcales de la société. Au IIIe siècle, avec l'expansion du christianisme, les empereurs romains commencèrent à punir l'avortement par écrit, souvent motivés par le besoin de maintenir l'équilibre démographique. Au Moyen-Âge, l'édit du roi Henri II de 1556, qui est resté en vigueur jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et même au tout début de la Révolution, punissait de mort toute femme qui aurait caché sa grossesse et son accouchement et dont l'enfant mort-né ou mort après sa naissance aurait été privé de baptême et de sépulture chrétienne. L'édit de Louis XIV du 25 février 1708 confirme celui de Henri II. En 1771, Claude-Joseph de Ferrières, alors doyen de la faculté de droit de Paris, maintient avec force que l'avortement est un très grand crime dans la personne qui le commet, mais aussi dans tous ceux qui en sont participants. Le Code pénal de la Révolution, voté par l'Assemblée constituante le 25 septembre 1791, punit de 20 ans de fer, c'est-à-dire de travaux forcés, toute personne qui sera convaincue d'avoir, par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procuré l'avortement d'une femme enceinte. Ainsi, dans l'ancienne France, l'avortement provoqué est considéré par l'État et par l'Église comme un grand crime qui peut être condamné à la peine capitale. Par la suite, l'ancien article 317 du Code pénal de 1810 a donné un cadre légal à un acte déjà lourdement réprimé durant le Moyen-Âge, puisqu'il prévoyait, entre autres, que l'avortement ou que la tentative d'avortement d'une femme était puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1800 francs à 100 000 francs. Cette conception de l'avortement comme un crime est consacrée par la loi du 31 juillet 1920. De plus, elle interdit la propagande pour les méthodes anticonceptionnelles, reflétant les préoccupations de l'époque concernant la population et la famille.
Dans les années 30, la légalisation de l'avortement est ouvertement réclamée par une partie de la gauche et surtout par le Parti communiste. En 1932, ceux-ci déposent une première proposition de loi relative à la légalisation de l'avortement et une seconde proposition sera déposée le 31 mars 1933. Pourtant, en février 1942, la loi considère toujours l'avortement comme un crime contre l'État français, passible de la peine de mort. Cette période de rigueur législative reflète les politiques autoritaires du régime de Vichy et son contrôle strict sur la population. Très tôt, les partisans de Vichy imputent la défaite de mai-juin 1940 à la dénatalité, la dénonciation de l'avortement, avec ses conséquences funestes pour la vitalité de la race française, fait ainsi pleinement partie du discours dominant qui stigmatise l'avant-guerre comme une période de débauche et d'immoralité, ayant inévitablement conduit le pays au désastre militaire face à l'Allemagne. En 1944, le gouvernement provisoire de la République française abroge ces lois de Vichy. La période 44-73 voit se dessiner des évolutions décisives dans les mentalités, sinon dans la législation. Par un décret du 11 mai 1955, l'avortement thérapeutique est finalement autorisé, marquant un premier pas vers la reconnaissance des droits des femmes. Cependant, ce n'est que dans les années 70 que des mouvements de protestation et d'activisme ont commencé à se faire entendre. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publie un manifeste signé par 343 femmes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, telles que des actrices, des avocates, des femmes de lettres ou des enseignantes, déclarent avoir avorté et réclament l'avortement libre. La même année, la création de l'association Choisir par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir a contribué à sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de réformer la législation sur l'avortement. Par ailleurs, le procès de Bobigny en 1972, porté par son avocate Gisèle Halimi, se transforma en arène politique pour défendre le droit à l'avortement. Après ce procès, la répression de l'avortement n'est plus tenable. Tour à tour, le Premier ministre Pierre Messmer, dès novembre 1972, puis Georges Pompidou lui-même, dans une conférence de presse du 9 janvier 1973, reconnaissent que la loi est caduque et qu'une réforme s'impose. Le débat a culminé en 1975 avec l'adoption de la loi Veil qui a légalisé l'avortement en France pour une période de 5 ans. Cette loi a été reconduite définitivement par la loi Pelletier du 31 décembre 1979. C'est à partir de 1992, avec la promulgation du nouveau code pénal, que l'interruption volontaire de grossesse s'inscrit comme un droit, réaffirmé avec les lois successives de 2001, 2014 et 2022. Malgré ces avancées, des controverses persistent, comme en témoigne l'extension du délit d'entrave à l'IVG aux plateformes numériques en 2017. Ces débats soulignent l'importance continue de protéger et de promouvoir les droits des femmes dans la société contemporaine. Pour conclure, je vais citer les mots d'Elisabeth Guigou prononcés à l'Assemblée nationale lors de la séance du 29 novembre 2000. La pratique de l'avortement a d'abord été un tabou et à ce titre sévèrement réprimée. Elle a ensuite été tolérée et libéralisée. Enfin, elle est devenue un droit. Fin de citation. Merci pour cette minute juridique. Rachel, c'était important de revenir jusqu'à l'Antiquité. Si les femmes étaient punies de mort, je pense que oui. Très bien. Bon, et on posera peut-être la question après de savoir s'il faudrait revenir sur des lois comme celle-ci. Non, je rigole. Les amis, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi on a inscrit cette loi dans la Constitution ? Pourquoi c'était important de le faire maintenant ? Pour garantir cette liberté. Je pense que c'est surtout par crainte que ce qui s'est passé aux États-Unis se produise en France, et qu'il a fallu prouver peut-être aux Français et au monde que ce qui s'est passé aux États-Unis n'a pas d'impact en France. Parce que je pense que c'est une erreur pour ma part, parce que ça voudrait dire que les États-Unis influencent la France et le reste du monde dans la législation comme... Les États-Unis, ça aurait été dans un autre pays, on aurait... Non, justement, je pense que les États-Unis, du fait que ce soit quand même une des premières puissances du monde, a quand même un impact sur la législation des autres pays qui est plus conséquente que la législation du Pakistan, par exemple. Donc, selon toi, si on inscrit cette loi dans la Constitution, c'est parce qu'on a peur de ce qui se passe aux États-Unis ? À ce qui s'est passé aux États-Unis. Ok. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça a permis, ça garantit cette liberté, quoi. C'est peut-être le cas, j'en sais trop rien, mais moi ce que je comprends pas c'est quand tu dis que c'est une erreur, parce que quoi qu'il arrive, on a réussi du coup à la faire inscrite dans la Constitution, ce qui fait que demain, s'il se passe ce qui se passe aux États-Unis, nous on a la garantie qu'on pourra avorter si on en a besoin. La différence étant que les États-Unis c'est quand même un État fédéral composé d'États fédérés, la France est un État unitaire. Je pense qu'il n'y aura pas il n'aurait pas eu ce problème. Je sais pas ce qui peut se passer demain. S'il y a un changement de majorité,
tu sais pas ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que là, je pense que c'est juste une façon de l'assurer, que de se dire que demain, ce qu'une loi peut faire, une simple loi peut le défaire. Quand tu inscris quelque chose dans la Constitution, si jamais tu veux revenir... Alors, il y a si plein jamais- de choses. Tu le fais avec n'importe quelle loi qu'on se dit que... Ouais, mais Par exemple, là, attention. ceux qui sont contre, on va dire c'est l'extrême droite. De l'IVG, on parle pas de. Non, mais ok. L'utilité, c'est qu'il y a eu entre 300 000 et 800 000 femmes Non, d'accord. qui ont d'accord, avorté très bien, clandestinement très et bien. on a 200 à 500 avant la loi Tu Veil, parles avant dans le monde ou en 75, France en France, chaque année. Oui. Et il y en a entre 200 et 500 qui sont mortes. Et si demain, il n'y a plus cette loi parce qu'il y a un changement, Mais, donc si elle mais est là, pas la loi, inscrite... elle y est. Oui, mais la question c'est pourquoi c'est important qu'elle soit dans Mais la si on doit Constitution. Non, mais si on commence à constitutionnaliser tous les droits. Oui, mais on sauf va- que toi, tu viens la de dire mode- quel non, est non, mais la l'intérêt par Constitution, rapport à c'est quelque celle-là. chose qu'on ne doit pas toucher. Oui, mais tu quand viens on de fait dire des quel études est de l'intérêt droit- comparé à cette loi-là. Je Ok, t'explique mais que moi- eh ben demain, moi, si je la te loi demande- elle bouge, Mais ça Donald veut dire Trump- que les femmes, quoi qu'il arrive, elles avorteront et elles D'accord. seront obligées de le faire Mais je clandestinement dis et pas de qu'il faut mourir. mais je dis pas qu'il faut enlever l'IVG, tu me dis clandestinement. Moi, je veux juste pas que ça soit constitutionnalisé. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi on l'a pas fait quand Trump il était au pouvoir? Parce que là, on le fait pas parce qu'on a peur pour Trump. Mais Trump en 2018, il était au pouvoir. Non, mais qu'est-ce que je raconte Trump? Non, qu'est-ce qu'on s'en fout de Trump? Mais non, mais Bah non, Trump les il menace États-Unis. l'IVG, clairement. Oui, Ouais. parce que Et vous dites que c'est une réaction Mais à ce qui s'est C'est pas, passé. Voilà, c'est c'est pas une qu'on dit, réaction. c'est que On a- c'est acté. tout le monde enfin, est- c'est- tout le- c'est dit quoi. Ok, Ben non, pas mais peut-être. mais C'est important dans le contexte de Voilà, on quand est tu en- constitutionnalises un droit parce que en réaction. Mais qu'est-ce que ça Mais en réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis, On peut dire l'inverse de la toi. Constitution. C'est dans ce cas-là que on doit tout constitutionnaliser. Mais vous vous rendez compte qu'on parle quand même de l'IVG, on parle pas de n'importe quel Mais droit. on peut parle parler pas de plein de n'importe quel droits Mais alors il y a plein d'autres droits qui peuvent être considérés comme fondamentaux. Faut pas toucher à la Constitution, mais il y a bien un moment où la Constitution elle a été créée, il y a eu des lois qui ont été. D'accord. Ouais, Alors juste créées, la elle a été Constitution créée. peut être révisée. Donc Mais la il con- y a en il y tout a cas- pas des lois qui ont été rajoutées. S'il y a des lois qui sont rajoutées, enfin. oui, c'est sûr que c'est plus simple de... Demain, c'est-à-dire Oui, que bah tu veux changer une simple loi, si le Conseil constitutionnel ne veut pas, il voudra pas, puisque c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est beaucoup plus compliqué de revenir dessus. Le but, c'est pas... Mais attends, Bouncy. Le but, c'est pas de dire... En fait, c'est juste de comprendre que ça apporte une sécurité juridique, du plus, ça apporte une plus grande valeur. Alors pourquoi on Justement, le c'est fait un pas problème de Ah, sécurité juridique pourquoi parce que ça ouvre la boîte de Pandore à Pourquoi on n'importe le quel fait autre pas droit. par exemple pour le N'importe lequel. Pourquoi Analysez ce droit, vous analysez ce droit, c'est Pas tous en impressionnant. même temps. Jonas, Pourquoi on constitutionne j'arrive pas à le dire. constitutionnalise pas. Merci. Le droit au mariage pour tous. Mais quel rapport? Bah, c'est un droit C'est un droit fondamental. fondamental. Mais ok, mais quel est le lien? Là, on te parle de gens. Non, mais excuse-moi, est-ce qu'ils meurent s'ils se marient pas? Non, il meurt pas, mais ça Non, reste mais un c'est droit. vrai. Non, mais je suis désolée. À un moment donné, Merci Noah, merci vraiment, merci. bah oui, parce qu'en fait, si Alors, toutes les femmes meurent quand elles font un IVG? le débat, là, le c'est un débat, énorme ce qu'on te- là à l'heure actuelle, pardon, excuse-moi. Là, à l'heure actuelle, c'est un droit, donc c'est sécurisé parce que tu peux aller dans des hôpitaux le faire, etc. Oui, bien sûr. Là, on parle du principe que. Non, il est pas méchant. Non, Non, mais je sais, il m'écoute. Vraiment, mais je vraiment, sais. je l'écoute. Là, on part du principe que si demain, pour n'importe quelle raison, que ça soit influencé que ça soit influencé ou non par l'Amérique, si demain pour mais non. dis pour quelle raison? Parce qu'il y a un extrême qui monte au pouvoir ou quoi? Dis-le les raisons, tu vas comprendre pourquoi. Après. Mais non, mais je m'en fous. Je te Non, mais- parle juste du principe que Ok. si demain la Voilà, loi voilà, elle ok, capote, Très bien. tu vas te retrouver avec des femmes qui vont repasser. Non, mais c'est un vrai terme. mais À un c'est moment bon, donné, arrêtez arrêtez de de rire pour rigoler. rien, c'est lourd. Si demain la loi elle passe plus parce qu'on Oui. décide qu'elle passe plus, ok, pour les raisons que tu souhaites, je m'en tape. Pardon, désolé. Non, c'est pas contre toi, Non, hein, mais j'ai c'est dans compris, le truc. bien ça en fait. Ben du coup, on va revenir parce qu'une femme qui voudra avorter, quoi qu'il arrive, elle avortera. D'accord? Donc en fait, on va revenir à quelque chose de clandestin qui va être dangereux avec des femmes qui meurent parce qu'elles n'ont plus le droit de recourir à l'IVG. Alors, Non, dans ce que tu viens de dire. Et là, c'est excuse-moi, juste une excuse-moi. sécurité. Dans ce que tu viens de dire, je suis 100% d'accord avec toi. Bah donc. Mais moi, ce que je te dis, c'est que le risque que on enlève la loi, eh ben, excuse-moi, hein, mais dans le pire des cas, il est autant élevé que le risque qu'on enlève la loi de la Constitution. Excuse-moi, mais c'est exactement ce qui s'est passé en Pologne de ces dernières années. Ils ont commencé par dire aux gens qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, aux médecins qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et de plus en plus, la loi a été grappillée. Aujourd'hui, les nanas en Pologne, elles ne peuvent quasiment plus se faire avorter. Ouais. Si demain t'as un extrême qui passe au pouvoir, ça va se jouer comme ça. Mais alors, Vous pouvez plus faire ci, vous pouvez plus faire ça, il y a plus d'IVG médicamenteuse, et tu vas te retrouver à réellement mettre en danger ce droit. Tu peux pas Bon, quand demain. même, La si on part du Constitution se principe révise. qu'ils sont au pouvoir, tu le sacralises, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais ce que je vous dis, c'est que si on a en tout cas pour moi, un parti politique qui vient à enlever l'IVG, c'est qu'il est assez extrême quand même. En tout cas, dans mes idéaux, il sera aussi extrême pour
bouger la Constitution. En fait, pour moi, faire je pense d'autres choses, surtout pour, que là, le problème aussi, c'est de se dire, en fait, c'est un problème d'inscrire dans la Constitution parce qu'on peut se dire que, comme t'as dit Rachel, on ouvre la boîte de Pandore, on ouvre à plein d'autres droits. C'est quoi le problème si on fait ça? C'est-à-dire que demain, en quoi ça pose un problème d'inscrire d'autres droits dans La Constitution perd de sa valeur, c'est la loi Quoi, fondamentale. tu mets peux toutes pas les la lois dans mettre. la Constitution? Oui, c'est ça, Ouais, tu peux c'est tous ça. les droits, toutes les lois. La liberté de... Non, parce qu'on inscrirait Mais non, mais il y a tout et plein de n'importe quoi entre mais il y a grands plein guillemets. d'autres libertés. Je ne considère pas que le droit à l'avortement, important. je ne considère pas que le droit à l'avortement est un droit qui rentrerait dans la catégorie des droits tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que si on autorise pour ça, on risque d'autoriser pour plein d'autres droits qui n'ont peut-être pas la légitimité d'être dans la Là, c'est Constitution. aussi la sécurité des femmes qui veulent avorter. Je trouve que c'est pas pareil que comme dit n'importe quel droit, que tout à l'heure par exemple t'as sorti le mariage pour tous, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Mais Noah a dit le directement la bonne Noah a- réponse. a- juste, moi, je voulais juste- Il se marie pas, en fait, il meurt pas. Moi, ce que je comprends pas, Mais je peux vous dire pareil. Non, mais de un, ils meurent pas, et de deux, tu peux pas imposer à des nanas Non, mais de mettre attendez, au monde vous des êtes- choses dont elles ne veulent pas. Ouais. Excuse, je vais citer mon prof de 6K qui est gay, que j'adore, voilà, sur le passage. Demain maintenant je lui dis que le mariage pour tous, il est interdit en France et qu'il peut aller en prison parce qu'il se marie. Regardez s'il veut pas aussi le mettre dans la Constitution, premièrement. Deuxièmement, excusez-moi toutes, parce que c'est les filles aussi un petit peu toi, vous vous éloignez du débat, pas toi Rachel. Non, mais... Bizarrement, tous les gens qui sont pas d'accord avec toi. Non, pas du tout. Non, mais c'est très subtil parce qu'il y a la question de l'IVG et la question de constitutionnaliser la loi de l'IVG. oui, mais ça Alors, va je Pour ensemble. apporter une sécurité justement Ok, à bien ce sûr. droit qui D'accord. est super important. Comme je dis, je le répète, Là, on tourne, Vous me dites, on tourne en les rond. femmes elles vont Excusez-moi, mourir, je vais les reprendre femmes la ne meurent parole parce pas. qu'on tourne en rond. Attendez, s'il vous plaît. T'as clairement dit les femmes meurent. Vous êtes en train de dire la même chose depuis 5 minutes, vous tournez en rond. Allez, autre question. On dit que finalement, c'est pas parce qu'on la met dans la Constitution que demain, elle peut pas être effacée par les prochains partis politiques. Très bien. Si demain le RN est élu par exemple au pouvoir, le Conseil de la ok. République constitutionnelle ne S'il vous sera plaît. pas représenté par le Non, Rassemblement mais- national. Et donc vous avez pas confiance. Non, c'est bon. Ça y est. Jonas. Un truc tous. Comme quoi la Constitution, elle peut être enlevée. Regardez le projet de LFI, s'ils sont au pouvoir, c'est de passer en République, en 6ème République. Donc totalement changer la Constitution. Exactement. Donc vraiment, je vois pas en quoi ça va apporter plus. Merci. Non mais en quoi ça vous apporte plus? Réfléchis 2 minutes, Jordan. mais Si- non, mais en si quoi- la- pourquoi- non, pourquoi parce que ça va ton argument, c'est de dire que, avec cette huile d'Éden, c'est que le droit à l'avortement dans la Constitution, il est plus sécurisé. On est en train de te prouver par A plus B que s'il y a un extrême qui monte au pouvoir, lui-même, il va pouvoir. fille qui voudra aussi le remettre, donc c'est pareil. Bah, qu'est-ce que Non, mais ça te montre que n'importe quel moment c'est possible. Tout à l'heure, il y en a un de vous qui a dit on sait pas ce qui peut, on savait pas ce qui peut se passer, etc. Non, mais il y a pas de. Enfin, faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour agir. Enfin, dans ce cas-là, il faut attendre qu'il y ait un attentat pour mettre des caméras de vidéosurveillance. Il faut attendre. Bah non, mais c'est ça que vous dites, excusez-moi. Il faut pas attendre qu'il y ait des drames pour agir. En fait, le problème qu'on dit, c'est, enfin, le risque pour que cette loi, si elle n'était pas constitutionnalisée, j'ai très mal dit, désolé, Encore. c'était que l'extrême droite monte au pouvoir. L'extrême droite, s'il monte au pouvoir, il y a beaucoup de droits, comme par exemple la liberté de religion, qui peut être remise en cause. Regardez, on est entre, on va dire, des deux extrémités, LFI à Marine Le Pen, la laïcité et la liberté de religion, c'est deux choses différentes pour eux. Même si c'est inscrit dans la Constitution, pour eux, c'est totalement deux choses différentes. Demain, tiens, Marine Le Pen au pouvoir, elle vient, elle t'enlève le droit aux musulmans et aux juifs de manger cachère. La Brit Mila, pour eux, c'est aussi la circoncision. Elle t'enlève tous les droits, qui sont quand même des droits importants. Pourquoi ça, on le rend pas dans la Constitution? Parce que t'es dans un pays laïque. Oui, mais regarde, Marine Le Pen et LFI, ils ont pas le même vision. Pas, mais demain, évidemment que Marine, elle peut être dangereuse pour tout ce genre de choses. Et que dans son programme, tout ce qui est abattage rituel, tout ça, elle compte le mettre à plat, on le sait. Maintenant, demain, tu peux pas mettre côte à côte l'IVG, la sécurité des femmes et leur désir de maternité, parce que chaque femme... Leur santé aussi, surtout. Sa maternité comme elle en a envie. Tu peux pas mettre dos à dos la naissance d'un gosse qui n'est pas voulu avec le fait de manger cachère. Évidemment. Non, mais je te mets pas dos à dos, je te dis qu'il y a beaucoup de droits qui sont super importants. J'ai pas donné que ce cas-là, j'ai donné aussi du coup le mariage pour tous. Il y a d'autres droits encore là que j'ai pas en tête, ou d'autres libertés qui sont super importantes et qui demain avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche pour d'autres choses seront menacées, seront un problème, tout comme l'IVG. Donc en fait pour moi, si on commence à mettre l'IVG, on peut continuer à mettre d'autres lois qui sont aussi importantes, mais c'est pas le rôle de la Constitution. La Constitution, ce qu'elle dit, c'est elle régit l'organisation de la République. Comment se passent les votes?
Donc tu mets sur le même point la République, comment elle fonctionne, le vote, qu'est-ce qu'il doit faire le président, comment se passe l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est deux choses différentes. L'IVG, elle a pas sa place. J'en profite pour rebondir dessus. Parce que finalement, on a parlé des États-Unis, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un gouvernement qui nous fait un petit écran de fumée? Mais oui, c'est que de la com. C'est que de la com. En utilisant Macron, il est dans la merde. Il a sorti un truc. Non, moi je suis complètement d'accord que évidemment il y a une raison politique, mais on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. On va réunir aussi, même si tu vas pas sauver la France avec ça, dans un climat qui est quand même archi tendu, tu crées un climat d'euphorie collective autour du racisme. Oui, mais ça dure quoi? Ça dure une semaine. Ça donne et une après, bonne y a image de quoi la France au pays du monde aussi. Mais C'est historique, ce qui est mais pas du tout. L'IVG, ça divise pas plus que ça. Non, c'est pas un problème de diviser. J'ai pas l'impression Déjà, il y a que. tous les veines français. Et même, il y a aussi, C'est quoi? C'est combien de. il y a aussi un autre problème. Non, mais le pape, on s'en fout, le pape. Tu n'as pas eu autant de. La société n'a pas été aussi unie autour de quelque chose depuis quand même un moment. Oui, mais bon, il y a d'autres il y avait d'autres priorités en France. Finalement, est-ce qu'on n'est pas d'accord avec la question que je pose? Est-ce que c'est pas un écran de fumée Oui, de notre oui. gouvernement? Oui, mais je pense qu'on est tous Finalement, d'accord pour ici. utiliser un sujet aussi rassembleur que celui-ci Oui, on pour sait que c'est un de peu l'hypocrisie. gommer toutes les crises. Oui, c'est que. Moi, je suis d'accord sur le fait que je vais reciter. Non, en fait, je vais pas la citer. Mais, moi, je suis d'accord que, comme tu dis, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire que c'est un gadget politique, comme diraient certaines. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est pas parce que c'est un gadget politique, ça veut dire que c'est forcément une mauvaise chose. Là, pour une fois, c'est peut-être un gadget politique, mais il est profitable. Alors moi, je pense qu'il faut l'accepter et c'est tout. Parce qu'ils servent vos intérêts, vous voyez. Les amis, je voudrais récupérer aussi les propos de Philippe Gosselin, qui est en fait un député LR, le républicain, qui a voté contre la loi. Et lui, il a dit, mais finalement, on constitutionnalise l'IVG, pourtant on est très loin de l'esprit de la loi Veil. C'était qu'à l'époque, on avait un équilibre qui était précaire, en 74-75, et aujourd'hui on n'est plus du tout dans cet équilibre précaire entre la liberté des femmes et le respect de l'enfant à naître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des gens qui soient contre, alors attention, pas l'IVG, mais contre la constitutionnalisation de cette loi? Bah Oui. oui. Bonsoir Jonas, bonsoir Benjamin. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur Gosselin? Moi, je pense que on n'est pas loin de l'esprit de la loi Veil. La loi Veil, en soi, elle n'a pas changé, à part rajouter 2 semaines pour autoriser l'IVG. C'est l'esprit de la loi Veil, elle n'a pas changé, puisque la loi Veil n'a pas changé. 4 semaines, je crois, depuis la promulgation non, de la loi. C'était 2 semaines, c'était pas 12 et maintenant 2 semaines 14. et 2 semaines. C'est ça, 12 et maintenant 14. Ah ouais 12 et Ouais, maintenant c'est 14. Donc on n'est pas loin de l'esprit de la loi Veil, c'est n'importe quoi. C'est juste que à l'époque, même Simone Veil, elle disait qu'elle voyait pas l'intérêt d'inscrire dans la Constitution. Voilà. Elle n'était pas contre pour autant. Oui, Juste pour elle, elle voyait pas l'utilité au moment. C'est pas un Moi, problème je de pense qu'on contre, c'est un sait problème pas- qu'on voit pas l'utilité. Moi vraiment, je vois ça. En Ok, fait, ça, c'est mais je vois est-ce que pas parce que l'utilité de l'inscrire. Ok, mais est-ce que parce que tu vois pas l'utilité, peut-être pour Je toi. compte parce que je veux pas que ça en vienne à mettre d'autres droits qui n'auraient pas aussi qui sont importants mais qui n'auraient pas leur place dans la Constitution parce que Mais pour moi là, ce ils n'est sont- pas le rôle là, de la c'est Constitution. super important. Tu te rends pas compte, mais même pour le droit Mais des c'est femmes un à exemple. mais même pour le droit des femmes, oui, mais bon, l'exemple était très mal choisi. Pour le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est une avancée énorme. Et moi, je pense que c'est super symbolique. Et que je pense aussi, en fait, je pense que personne. Peut-être que vous vous rendez pas compte de ce Attends, que La c'est. liberté non, mais de la attendez, presse, que- pourquoi on l'a pas constitutionnalisé? Moi, j'ai- Les attentats, la liberté de la presse, pourquoi on l'a pas constitutionnalisé? Blablabla. Attendez, Pourquoi on l'a pas fait? Bah Ok, ouais, c'est une pourquoi question. Mais, Bah mais voilà. pour Ça les veut pas raisons qu'on est en dire- train de te citer avec Ok. Jonas. mais attends, moi j'ai une question. Voilà. J'ai une question. Voilà. J'ai une Avancez, question. C'est ça. C'est pas parce qu'on n'a pas constitutionnalisé la liberté de presse que on peut pas constitutionnaliser un En fait, autre exactement. droit. En fait, c'est un C'est- droit. c'est toi, là, qui l'IVG, dis. non, mais l'IVG, c'est un droit qui est hyper important. Et donc, c'est très délicat de dire ce qu'on est en train de dire, de défendre notre point de vue. Mais il faut comprendre que même pour le droit le plus important, si maintenant il y a le droit de pouvoir vivre demain, eh ben on le mettra pas dans la Constitution. Pas parce que c'est pas un droit important. Parce que c'est là. Oui, mais moi j'ai. C'est pas Ok, le rôle, oui, mais ça n'a justement, aucun moi j'ai rapport. une question. Quel est le rôle de la Constitution alors? C'est ce que je dis, c'est de régir. Non, c'est d'expliquer comment marche la République. Du coup, là, la 5ème République, par exemple, demain, si LFI, Khadim, ils sont au pouvoir, ils vont changer la Constitution. Ils vont faire leur 6ème. Non, mais ils vont faire leur 6ème République. Ils vont créer une nouvelle constitution avec peut-être de nouveaux droits, de comment ça va se passer, peut-être les élections sera plus comme c'est maintenant, ça sera plus un président sera autre chose, sera plus un gouvernement sera autre chose. La constitution c'est fait pour dire comment la République doit fonctionner et les Ou fondements alors- en fait de la République. Cuisine, tu vas pas dire comment il faut la manger, c'est tout. Non. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. Tu vois, t'as les ingrédients pour la faire, mais on va pas te dire il faut que tu apprennes avec un couteau ou une fourchette. Mais c'est exactement ça, oui.
Non, mais vraiment. Parce que la comparaison, elle est un peu. Non, mais c'est dans le sens. Les amis. Non, mais ok, je me suis Non, mal mais par exprimé. exemple, Non, par non. exemple, dans la Constitution, il me semble que c'est à l'article 3. Toi, t'es trop 49. minute juridique. Non, je là, suis pour pas ça. sûre. En fait, je suis pas sûre du tout. Mais il proclame l'égalité, donc de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose de général. Il ne parle pas spécialement d'égalité salariale, mais de cette égalité professionnelle. Je sais pas le terme exact, je le regarderai après. Pour l'avortement, l'IVG, je pense qu'il aurait été peut-être un peu plus préférable de généraliser à la limite ce droit au fait du droit de la femme à disposer librement de son corps et pas uniquement l'interruption volontaire de grossesse, tout simplement. Moi, c'est mon... Parce que ça englobe pas de choses, plein de choses, ça englobe la contraception. Il y a un autre problème qui rentre en compte. Mais du coup, je donc- vais rattraper. Mais du coup, donc ça veut dire le rentrer dans la Constitution. Donc on peut modifier la Constitution, ça dépend du sujet. Parce quoi, que- en fait. Bah oui, c'est très clairement. Parle dans le micro. Après, non, je vais te faire. Les amis. Un coup, il faut pas la modifier parce que la Constitution c'est sacré. D'un coup, il faut la modifier. Je vais rebondir sur un mot qu'on a dit là, c'est Razvé Shalom, pour finalement faire une transition sur la minute judaïsme proposée par Jonas. Est-ce que notre religion nous interdit à faire un recours à Alors, l'avortement ? C'est très compliqué, c'est quelque chose de très complexe. Il va prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Ce que je veux dire, c'est pas forcément ce que je pense ou ce qu'il faut faire. Parfois, je vais dire qu'il y a certaines choses, mais je vais le répéter, qu'il y a certaines choses qui peuvent être autorisées, mais c'est compliqué. Il faut aller voir son rab, il faut aller voir des rabbinim ou des rabbanites, parce que il y en a même à Marseille, etc. Donc, en fait, tout à l'heure, tu as dit un truc qui est dans ton préambule où tu disais en tant que juif français ou en tant que français juif, comme vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense pas qu'il faut que la religion elle nous impacte vraiment dans un truc, enfin dans une chose aussi importante que ça. Chacun est libre de penser et bon, ok, là je vais vous donner ce que dit un peu la religion. Rachel m'a aidé, ma cousine hier, j'ai discuté avec elle, elle m'a aidé. Bon, la première chose qu'elle m'a dit, ce que j'ai dit à l'intérieur, ça m'a dit par exemple pour l'IVG, tu n'as pas utérus, tu parles pas. Donc ça m'a calmé direct. Merci. Et bon, du coup, en soi, l'avortement est interdit de base. Mais le but de la Torah, c'est pas d'être dur, de tout fermer, de tout cadrer. Et c'est pas de faire souffrir, en fait, la mère ou la famille sur ce qui va se passer. Donc, en fait, c'est vraiment un cas par cas. Chaque cas va être différent. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de loi qui peut, on va dire, décider. Donc, déjà, en fait, dans les 7 premiers jours, où la femme tombe enceinte, c'est pas considéré déjà comme avorté si on par exemple la pilule du lendemain ou la pilule, enfin ce qu'on connaît, voilà, car il faut 7 jours pour que le spermatozoïde et l'ovule s'implantent dans l'utérus. Donc à ce moment-là, en fait, il y a pas de vie, il y a pas d'embryon, il y a pas de bébé, c'est 7 jours où il n'y a pas de souci d'avortement, donc il y a certains raves bien sûr qui vont dire non, on prend pas, c'est interdit, et d'autres qui pourront dire selon le cas, on peut prendre parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avortement. Bien sûr, ce que je dis c'est que c'est pas autorisé, c'est que chacun dans son cas, il faut aller voir un rave pour demander. Je suis pas là à vous dire c'est autorisé, c'est pas autorisé, mais il faut donc faire attention à ce que je dis. Ensuite, il y a 40 jours. Des 40 jours du moment où ça s'est implanté dans l'utérus, l'embryon commence à naître, donc ça fait à peu près 6 semaines après que la femme soit tombée enceinte. Le bébé, il n'a pas encore pris de forme, donc pour la Torah, il n'est pas considéré comme réellement en vie. Donc là, aussi, il peut y avoir des rabbinim qui vont autoriser, parce que c'est pas considéré comme avorté, mais encore une fois, je le répète, je dis pas que c'est autorisé, c'est vraiment cas par cas. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, il y a une maladie, c'est la trisomie 18, qui n'est pas la trisomie 21, sur laquelle on peut vivre. Mais la trisomie 18, c'est une maladie où soit tu meurs à la naissance, soit tu as quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est quelque chose qui est hyper compliqué pour la famille, surtout pour la maman, de se dire je vais accoucher. Mais mon bébé, je vais souffrir de tout ce qui arrive jusqu'à l'accouchement, de l'accouchement. Et au final, je vais souffrir de la mort de mon bébé au bout de quelques jours, quelques semaines. Là aussi, ça peut être autorisé, selon le cas, bien sûr, toujours. Je dis pas que c'est autorisé, mais ça peut être autorisé par certains décisionnaires, que là, on peut avorter. Après, il y a aussi le fait que si le bébé, par exemple, il est trop gros pour sortir et il va tuer la mère, ou si en sortant dans n'importe quelle autre configuration, il peut tuer la mère et mettre en danger la mère. Là aussi, du coup, vu qu'il va tuer la mère, c'est la vie de la mère qui est priorisée, parce qu'il y a un concept, il y a une règle de base dans la Torah, c'est si quelqu'un vient et pour te tuer, lève-toi et tue-le avant. Bon, c'est un peu dur dans ce cas-là, mais ça rentre dans ça, donc là aussi, ça peut être autorisé. Et ensuite, ce qui est hyper important, en fait, ce que la Torah elle dit, c'est que si derrière,
ça va engendrer des stress, ça va engendrer une vie qui ne sera plus une vie pour la maman ou pour la famille. Ça sert à rien d'aller jusqu'à la fin et d'accoucher. On peut avorter, encore une fois. Quand je dis on peut avorter, c'est qu'il y a des décisionnaires qui sont pour, même s'il y en a beaucoup qui sont contre, et qu'il faut absolument, si on est dans ce cas-là, aller voir un rave ou une rabbinite et demander. Parce que vraiment, en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque cas est hyper différent, qu'il ne faut pas dire que la religion, elle dit non, c'est fermé et tout, c'est faux. Faut pas dire ça parce qu'en plus, ça montre aussi une mauvaise image de la religion, et ce n'est pas la bonne image. Et surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si demain, on va voir un rave ou une rabbinite et qu'on lui dit je veux avorter, que direct elle te dit non, c'est qu'il faut pas continuer à parler avec elle ou avec lui parce qu'il n'est pas allé rentrer dans tout ce qui s'est passé avant, dans ta situation familiale, dans ce que tu penses. C'est hyper important d'avoir un bon rave ou une bonne rabbinite qui va s'intéresser, qui va prendre en compte tout ce que tu vas lui dire, qui va prendre en compte toute l'histoire en fait de ce qui s'est passé. Et si elle prend en compte et qu'à la fin donne une réponse, après à toi de juger, c'est toi qui juges. Mais si direct il te ferme la porte, c'est que c'est pas la bonne personne que tu es allé voir. Bravo. Je peux dire un truc? Merci Jojo. Parce que je vais être hyper honnête, je pensais que la Torah elle était contre à 1000% et j'ai en fait. Après, il a fait beaucoup de boulot. Pour apporter une toute petite précision, je crois que dans la religion, par exemple, la contraception est interdite. Oui, en soi, la contraception est interdite. Ça dépend mais laquelle, encore une fois, il faut ça aller dépend voir des laquelle et ça rabbinines, dépend des le cas. rabbinites, ça dépend des cas. Oui. Et 3/4 Demande à ton- des IVG, comme le disait Noah, sont issus d'une contraception qui Bien est sûr. effective, etc. Donc finalement aussi, on peut poser la oui. question. Merci pour cette minute Torah, c'est important quand même de mettre les bases. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est quoi qu'il arrive, il faut demander à Rav. Non, c'est pas ce qu'on retient, c'est que chaque cas est différent et que la religion et la Torah n'est pas fermée à dire non, c'est interdit. Très bien. Ou alors faire selon son bon. Non, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, ça c'est sûr. Juste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour vous donner la source, c'était l'article 3, mais du préambule de la Constitution de 1946, qui est donc quand même un principe d'ordre constitutionnel tout de même. Voilà. Très bien. En même temps, si tu fais une minute juridique, tu te trompes sur l'article, on comprend plus. Hein. Non, c'était pas pendant ma minute, en fait. Les amis, est-ce que vous pensez que parce que la France a décidé de l'inscrire dans sa constitution, ça peut effectivement faire bouger le monde entier? Oui, moi je pense que oui, ça va avoir une influence sur les législations. Et ben si pour une fois on va avoir une bonne influence sur le monde, prenons. Non, Moi je pense que oui. la France, elle a toujours une bonne influence depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis la Révolution française. Ouais. Donc en espérant qu'on fasse pareil, que ça suive la logique des valeurs démocratiques qu'on a su développer dans le monde et qu'on... Est-ce que vous pensez, par exemple, Puisse parce que influencer vous d'autres dites que les États-Unis Les pays influencent européens, en la tout cas. France, est-ce que vous pensez que finalement, les États-Unis, demain, parce qu'ils ont vu la France l'inscrire dans la Constitution, il y a des États qui pourraient dire « Ah bah on revient en arrière et... la Les France pays a pas la même européens, influence peut-être. qu'avant. Bon, Peut-être les pays européens, ça aura une influence sur le continent, sur Oui, l'Union européens, européenne, oui, etc. sûrement. Mais Peut-être pour le... peut-être la Pologne et Malte, Ouais, peut-être que ça parce va avoir que- une influence. Exactement, mais- c'est pour rebondir ce qu'elle a dit. C'est que Ouais. peut-être voir le décalage qu'ils ont avec la France, qui est quand même une puissance dans l'Union européenne, ça peut avoir une influence. Et moi, je pense que même ailleurs dans le monde, ça peut avoir une influence. De se dire, il y a quelqu'un qui a osé mettre dans la Constitution, je trouve ça hyper symbolique. C'est très bien qu'on soit le premier pays pour une fois qu'on est sur des trucs. T'as une bonne image de la France, toi. Hein, c'est- Magnifique. Oui, bon, je parle, c'est ta dernière année si tu veux. Donc finalement, globalement, on est quand même plutôt content d'un point de vue géopolitique que ce droit-là soit inscrit. Mais est-ce que finalement, des pays, comme tu le disais tout à l'heure, en Afrique subsaharienne, est-ce qu'on pourrait avoir une influence sur eux? Est-ce que finalement, on pourrait agir sur du droit aussi à Non, l'international? mais déjà, s'il n'y a pas de démocratie dans certains pays, il faut même pas rêver à ce qu'il y ait ces droits-là. Déjà, il faut que la démocratie arrive dans tous les pays, qu'il y ait S'installe. vraiment... Ouais, voilà, après on en reparle. Alors je rebondis sur ce qu'on disait aussi au début. Je reprends, désolé encore une fois, les mots de Madame Laporte, cette grande prêtresse. Est-ce que finalement finalement ce droit-là, sans derrière avoir des vraies actions leviers sur de la prévention, sur de la sensibilisation, sur finalement des actions pédagogiques, est-ce que ça a un sens? Est-ce que le fait juste de l'inscrire, Oui, on a fait le travail? oui, le fait de l'inscrire, Il c'est y a un grand pour symbole ceux quand qui sont pour le fait d'inscrire dans la Constitution, c'est un symbole dans le monde comme on l'a dit avant. Mais après,
il faut quand même il faut que ça continue derrière. Il faut mettre en place, pour les quarts de personnes que c'est pas suite à une contraception ratée, mettre en place des aides pour à petite échelle. Enfin oui, non, mais des aides pour les mères qui sont seules et qui ont beaucoup d'enfants et qui en soi ne veulent pas avoir recours à l'IVG, mais qui veulent avoir leur enfant, mais qui n'ont pas les moyens, les aider, faire plus de formation, plus de prévention, et je pense que ça pourra peut-être avancer les choses, parce que oui, juste constitutionnaliser, je l'ai bien dit, et rien faire derrière, ça n'a pas grand sens. Je pense que... Vas-y. Non, vas-y. Non, juste pour dire, je prends l'exemple par exemple de la Suisse, qui a le taux d'avortement le plus bas de l'Union Européenne. C'est une chose du monde, je sais pas, mais en tout cas, elle se situe pas très loin. Elle n'est pas de l'Union Européenne. De l'Europe, pardon. Pardon. Et ils ont un système d'éducation sexuelle qui est exemplaire. Donc ça veut dire qu'en effet, elle a pas, sur une partie de sa phrase, elle a pas forcément tort. C'est qu'il y a aussi un autre problème, c'est le manque d'éducation sexuelle en France. Et qu'il faut absolument travailler dessus, je pense. Parce que le but aussi, c'est pas de dire tout le monde peut faire l'avortement. Il faut aussi quand même prévenir et pas juste guérir. Évidemment qu'elle a pas tort sur ce qu'elle dit. Après, juste je voulais revenir sur l'histoire de la contraception. Le fait est que, médicalement parlant, même si on fait de grandes avancées, une contraception, que ça soit une pilule, un préservatif ou tout ce que tu veux, quoi qu'il arrive, t'auras jamais 100%. Ah oui, il y a des risques. Et c'est ce qui fait que t'as 3/4 de la population qui, du coup, a recours à. Maintenant, pour moi, en tout cas, à titre personnel, je te ressortirai. Je te ressortirai. J'ai vu des interviews de. Oui, parce qu'après t'as la pilule, t'as la cup, t'as le stérilet, c'est toutes les contraceptions ensemble. Mais oui, mais c'est pas à 100%. Mais je te ressortirai le truc. C'est une dame qui s'appelle Charline. C'est une sage-femme qui a témoigné dans Brut, dans plein de médias, et qui expliquait justement, qui démontait un peu les clichés qu'on avait sur l'IVG, dont le fait quand on dit aux femmes, elle avait qu'à se protéger, par exemple. Voilà. Et du coup, juste pour revenir sur le fait que moi, à titre personnel, pour moi, c'est une victoire, une première victoire que ça soit inscrit dans la Constitution. Maintenant, en dehors de ce que Jonas a dit sur tout ce qui est éducation sexuelle et tout, je suis grave d'accord. Il y a aussi le fait que ça ne change pas l'accès dans les hôpitaux, etc., qui est encore... en France, on a de la chance, mais celle qui habite au fin fond de la France, il faut qu'elle se déplace pour aller se faire avorter, etc. Pour parler, il y a beaucoup de choses à travailler. C'est hyper important, mais pour parler de prévention, par exemple, et d'éducation, pour les enfants, par exemple, Noah, quand on avait fait un stage, on avait formé les ADEC. Les ADEC, en gros, aux EI, c'est les 14-16 ans. Il y avait une soirée formation à tout ce qui est un peu éducation sexuelle, à tout ce qui est moyen un peu de contraception, de faire attention, et aussi un peu sida, tout ça. Enfin, c'était un peu mélangé. On va dire qu'il y avait quasiment la majorité. Quand on leur parlait au début, ils étaient pas forcément au courant. C'était un peu compliqué, mais c'était quelque chose pour moi, je trouvais que c'était quelque chose d'important, parce que la plupart ils découvraient et ils étaient intéressés, et ça les touche en fait, parce que c'est de leur âge. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être mettre en place pour leur âge. Je sais pas comment, mais par exemple, dans le cadre des EI ou dans le cadre de Mouvement de jeunesse, cette formation, pour moi, elle était importante pour les enfants. Elle a été aussi reprise en formation pour avoir formé les animateurs. C'est des veillées qu'on a l'habitude de faire, même sur les formations animateurs. Après, en dehors des mouvements de jeunesse, etc., je rebondis, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, quand j'étais au lycée Thiers, on avait le CVL, donc le Conseil de vie des lycéens, et c'était à nous, et seulement à nous, de se débrouiller. Quand il y a eu la journée SIDAction, on voulait du coup sensibiliser dans les écoles. Et c'était à nous, élèves membres du CVL seulement, de se débrouiller pour aller chercher des intervenants, pour mettre en place des conférences. L'école nous a clairement pas aidé. Enfin, l'école était d'accord, mais l'école en elle-même n'a rien prévu. C'était nous, élèves, qui avions donné cette idée, et qui, je me souviens d'être allés chercher dans des locaux d'associations des cartons de préservatifs et d'affiches pour éduquer. Et c'était moi, à 16 ans, qui devais, je le raconte, ce sera peut-être coupé, mais je le raconte parce que je trouve ça vraiment fou. J'ai dû quand même faire des démonstrations de comment mettre un préservatif à 16 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas mon rôle, je suis pas médecin, je suis encore... Non, mais c'est quand même ouf. On apprend plein de choses ce soir. Non, mais 16 ans, t'avais déjà un carton de préservatif chez toi ? Mais non, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais
Non mais honnêtement, blague, non arrêtez. Blague à part dans le sens La où... phrase elle est incroyable parce que tu dis à 16 ans j'étais en train. Ça veut dire que même à 16 ans on n'est pas encore formé à ça. C'est ça. Et que moi à 16 ans je forme des jeunes alors que, excusez-moi, c'est pas à moi de former. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est dingue et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus en effet. Alors, dernier sujet peut-être avant qu'on clôture. Prévention, sensibilisation et école juive. C'est très C'est tabou. très compliqué. C'est très Compliqué. Comme il a dit Jonas, c'est pas forcément recommandé dans la Torah, donc comment inculquer ça à des élèves dans une école juive, c'est délicat. Pour avoir été en école juive, je pense que quasiment tous on a été ici en école juive, c'est très compliqué. Je pense même que les parents d'élèves ne seraient pas Ouais, ils forcément seraient pas d'accord non forcément plus. d'accord, ce serait compliqué à inculquer. Déjà, il y a des trucs genre... genre moi je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. On était, je sais plus, c'était en 4e ou en seconde qu'on était en voyage en Israël. Je suis dans le car, ils ont séparé les filles et les garçons. À un moment donné, je me suis assis à côté de ma cousine, même pas une, genre vraiment à côté de ma cousine, du côté obscur du côté des filles. Je me suis fait attraper par le col et ramener devant. Donc parler de prévention sexuelle dans les écoles juives, où on en est loin. On est très loin. L'excès de quoi par rapport... t'es pour ou contre? Ouais, on n'y est pas. Enfin, je dis pas que ce serait une mauvaise chose, mais on y est très loin. On sait pas du tout dans les mentalités. Même si c'est un peu, on va dire, court, bon, avant mariage, avant fiançailles, tout ce que tu veux, mais tu penses que c'est même pas possible si on sépare les filles et les garçons? Je dis pas que c'est pas possible, je dis que c'est pas dans les mentalités, on va dire, actuelles des directeurs et professeurs des écoles juives. C'est tellement tabou que si demain je vais ou quelqu'un va leur dire il faudrait faire, ils te regarderaient mal, tu vois. Moi je pense que c'est difficile. C'est pas une question de tabou, hein. Enfin, en fait, oui, c'est une question de Torah. Non, c'est pas du tabou. C'est pour avoir parlé, parce que moi je voulais parler de ça dans mon mouvement de jeunesse. Bon, je me suis fait incendier parce que c'est Bnei Akiva, c'est très religieux, voilà, pour ceux qui le savent pas. Et c'est un vrai problème. Mais leur argument, qui est largement entendable, je sais pas si ça se dit, c'est que ils considèrent que on devrait en parler plus tard. Que à 15 ans, 16 ans, bah c'est tôt pour en parler. Voilà. Bon. Après, écoutez, c'est un point de vue, C'est pas parce qu'ils séparent les hommes et les femmes que ça c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat également. Que ça empêche de... Non, mais après, je pense qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans leurs écoles. Ils savent très S'ils bien. décident de faire les aveugles, c'est leur choix. Bah, leur choix. mais ils font si les ça aveugles. a un impact. Non, mais c'est pour quand je t'ai donné. Justement, tu cristallises quelque chose de problématique et tu crées une espèce de frustration. Et le fait d'en parler très tard, tu te retrouves. Oui, surtout que. C'est ça. Non, mais c'est vrai, mais surtout que ça, c'est plutôt. Enfin, la vision qu'ont les écoles juives serait peut-être une vision qui avait 20 ans, 30 ans en arrière, où il n'y avait pas tout ce qui se passe autour de l'école juive. Je sais pas comment le dire, mais ouais, ils sont, comme elle dit Rachel, ils sont un peu aveugles face à ça. Et c'est un problème. Et ça amène des dérives. Alors que si on éduque et qu'on apprend, et ben cette frustration, elle n'existe pas. Et ça permet aux jeunes de pouvoir entrer dans la société, dans la vie active, en ayant les bases de l'éducation. Après, va expliquer ça aux RAF de KLC qui disent qu'il faut pas parler avec une fille. Toi, t'aimes bien citer les gens carrément. Oui. En tout cas, surtout que d'une certaine manière. Peut-être que maintenant qu'on a inscrit aussi l'IVG dans la Constitution, peut-être qu'on va rajouter finalement ce point-là et que ça va ouvrir aussi d'autres éléments pédagogiques, je dirais, dans les écoles, dans les programmes pédagogiques. Blague à part, moi je pense que même si c'est quelque chose de... Enfin, j'entends, j'ai été en école juive, que c'est extrêmement difficile. Je pense que faut trouver, ça peut être très long, mais je pense que c'est pas non plus impossible, ça peut être mis en place. L'IVG c'est possible. Quand je vois... Tout ce qui est sida, machin, c'est impossible. Bah genre, pourquoi? parce que mettre en avant la contraception, ça sera impossible. Ouais, mais moi je pense que c'est... Enfin, je pense que c'est extrêmement difficile, mais je pense pas que ça soit impossible si aux EI, par exemple, on arrive à le faire, sachant que, ok, les on est... Ils sont bizarres. Bah non, on est... Excuse-moi, on n'est pas autant religieux que le Bnei Akiva, certes. Maintenant, les EI... Non, mais parce que c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Non. Non, mais attends, je finis juste ce que je voulais dire. Par rapport à ce que disait Ben tout à l'heure, par exemple, au Bnei Akiva, il s'est fait incendier parce que c'est très religieux, etc. Aux EI, on a la notion du minimum commun, c'est-à-dire que n'importe quel juif
qu'importe son degré de religion, il peut pratiquer Osei. Moi, je fais pas Shabbat. Osei, je fais Shabbat. Je mange kasher. On a le minimum commun. Et on a des gens très religieux. Jonas est quand même assez religieux. Pourtant, il a fait un très long parcours Osei, grâce à Dieu. Donc, pour vous dire, et pour autant, il a participé à ce genre de veillée. Il a formé des enfants sur ce genre de veillée. Donc, je pense que c'est compliqué, mais pas impossible. Les amis, oui, c'est un problème en fait de religion, mais il faut, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que on associe religion et ça comme si c'était quelque chose de pas bien, d'incompatible, alors que non. Et ça donne du coup une mauvaise image un peu de la religion et des religieux, alors que c'est un problème. Mais bon. Les amis, il faut que je mette le holà dans cette émission, sinon malheureusement on peut être là jusqu'à... Mais c'est bien parce qu'on a peut-être préparé un prochain sujet, on est en train de toucher un peu du doigt sexualité et religion. Peut-être qu'on l'utilisera peut-être plus tard sur une autre émission, why not? On demandera quand même à un rave, c'est toujours au cas par cas. Les amis, merci infiniment pour ce débat. Je vous propose qu'on passe à la dernière minute de cette émission, mais en tout cas merci beaucoup. La minute promo. Moi je fais Radio GM. Tu veux que je fasse aussi les deux? Les Chaim et promo et Tombola. Moi je fais C'est tout. Il y a des trucs à dire là ici. Toi tu veux? Fais-le toi. Moi je vais dire sur mon émission. Je l'ai pas. Eh oui, ce sera passé en fait. Et mardi, le truc du calendrier. Fais-le sur. Les héroïnes, ça. Ah oui, il faut en parler. Vas-y, commence. Excusez-moi, par contre, on n'a pas 1000 heures, donc faut que ça soit rapidos, les amigos. Je commence. Minute promo, les amis, je vous propose de passer C'est bon, c'est pas grave. par Noah. Vas-y, Noah, on t'écoute. Oui, Rapide. alors du coup, waouh, c'est juste pour vous parler de la Tombola Radio JM qui aura lieu le 24 mars, dimanche 24 mars à 11h à Radio JM avec un huissier de justice, ça c'est le tirage au sort. Pour participer, vous allez sur le site radiojm.fr dans l'onglet Tombola. Vous pouvez tenter de gagner soit une croisière en Méditerranée pour 2 personnes qui est bien évidemment cachère, un vol aller-retour en première classe départ Marseille ou Paris pour Tel Aviv, 2 personnes également, un iPhone 15 à 128 Go et un... Ah non mais je peux refaire, un iPad supplie, là, Air. c'est horrible, là, j'arrive plus, j'ai eu la pression, c'est rapide. C'était bien. Et un iPad Air 10.9. Non mais là, le 10.9 il sert à rien. J'en peux plus. Tu dis, il y a un dernier pas de dernière génération, tu t'en fous. Ça suffit là, c'est bien ou pas? Ben, on coupera? Amy, tu coupes, s'il te plaît. Ou tu passes le spot à la place. Ok, attends, je note. Ok. Mais oui. Ok. Fais Ben d'abord. Merci. Ben, Akiva. D'Akiva, donc comme d'habitude, organisation des Shabbats tous les Shabbats. Au local 65 rue Dragon pour toute information. Akiva Marseille sur Instagram. On revient d'une colo qui est incroyable, donc je vous invite à vous renseigner, à vous abonner pour être au courant des prochaines colonies de vacances. Et voilà, de 7 ans à 15 ans, vous êtes les bienvenus. Bravo. Rachel, podcast Les Chaim, qui vient d'être lancé. Je sais pas. Je sais pas quoi dire là, je commence par contre. Bah, c'est ton podcast en fait. Mais... j'ai un... Alors oui, puisqu'on a sorti aujourd'hui sur YouTube la première interview qu'on a effectuée avec Eden et Noah de Denise Toros-Marter, qui est une rescapée de la Shoah. Et donc on vous invite à aller la voir sur YouTube, sur la chaîne Radio Juive Marseille. Pardon. Bien joué. Dernière info les amis, on organise le 24 mars également, en plus du tirage au sort de la Tombola, une action Pourim, mouvement de jeunesse, étudiants, etc. et Beyachad. On va aller pâtisser avec les résidents de la maison l'habitat partagé Beyachad. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'UEJF, vers Eden, vers des gens sympathiques comme ça, pour vous inscrire et bien évidemment nous rejoindre à pâtisser dimanche après-midi à Beyachad. Les amis, merci infiniment pour cette émission. Je vous propose de retrouver cette émission le dimanche à 17h en live sur Radio JM. Bien évidemment sur Spotify en podcast vidéo à voir et à revoir. Bien évidemment sur YouTube en podcast sur Radio JM. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram Radio Jeunesse Marseille by Noé. Merci infiniment les amis et à la semaine prochaine. Okay.